Le 2 mars 1969, lors du vol inaugural du Concorde, le général de Gaulle, qui voyait dans la technologie un levier de puissance et de souveraineté, déclara « Les humains ont besoin de mythes. Or, le Concorde, c'est Icare. » Jusqu'en 2003, le Concorde mettait très exactement 3h30 pour relier Paris à New York, contre 8 heures pour un avion classique. Aujourd'hui, la start-up Destinius propose de ramener ce temps de trajet à 90 minutes avec un avion hypersonique pouvant voler jusqu'à Mach 6 grâce aux dernières technologies disponibles. En particulier, la post-combustion pour augmenter la poussée des turboréacteurs, l'hydrogène pour refroidir l'appareil ou encore des solutions de guidage et d'aérodynamique particulièrement sophistiquées. Cependant, en matière d'hubris, nul ne saurait égaler, ni même talonner, Elon Musk. Au début de l'année dernière, l'entrepreneur a présenté un projet de tunnel transatlantique entre New York et Londres d'une distance de 5570 km. Il s'agit de bâtir un ouvrage sur le fond océanique par le biais de tunnels qui seraient ancrés à 3700 mètres de profondeur et d'utiliser les dernières technologies et les derniers progrès des tubes à vide. Chacun d'entre nous a entendu parler du concept d'hyperloop, qui consiste à propulser des capsules dans des tubes à basse pression à des vitesses hypersoniques. En éliminant la résistance de l'air, les trains pourraient dépasser la vitesse de 6000 km/h, ce qui permettrait de relier New York à Londres en 54 minutes. Avant de réaliser de tels exploits, dont nul ne sait s'ils verront le jour compte tenu de leur coût vertigineux, la mobilité doit aujourd'hui concilier un paradoxe, pour ne pas dire une contradiction, entre d'un côté une croissance des déplacements, qu'il s'agisse de personnes ou de marchandises, de plus en plus forte, et de l'autre côté des contraintes en termes de décarbonation de plus en plus pressantes. Nous assistons, mesdames et messieurs, à une formidable révolution des mobilités, marquée par l'innovation et l'ingéniosité des humains. Commençons, si vous le voulez bien, par le secteur de l'automobile. L'industrie automobile est en train de faire naître une mobilité décarbonée grâce aux véhicules électriques et une mobilité sécurisée grâce aux véhicules autonomes. En dépit des difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés et qui sont parfaitement normales lors d'un changement de technologie, la transition du thermique vers l'électrique apparaît irréversible. Je rappelle qu'en 2024, 14% des véhicules produits dans le monde étaient électriques. En 2040, ils devraient représenter 70% des véhicules. L'arrivée des véhicules autonomes et partagés apparaît également comme un bouleversement majeur. À l'avenir, la voiture sera un moyen de mobilité sur mesure, mis à la disposition du plus grand nombre par le biais de plateformes. Chaque détenteur d'un véhicule autonome pourra le mettre à la disposition de sa famille, de ses amis, du public, contre rémunération. Appeler une voiture sur son téléphone, monter dedans, se laisser conduire jusqu'à sa destination, en sortir et ne plus y penser. Voilà ce que devrait être la mobilité automobile dans les toutes prochaines années pour la plupart d'entre nous. Regardons maintenant le secteur de l'aéronautique. Entre 2000 et 2020, le trafic aérien mondial a été multiplié par 2,5. En 2025, plus de 5 milliards de passagers prendront l'avion et il devrait être 10 milliards en 2050. Ce formidable essor, mesdames et messieurs, est la conjonction d'une innovation technologique extraordinaire, l'avion, et d'une ressource énergétique abondante, le pétrole. Aujourd'hui, l'avion doit impérativement se décarboner grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies. Le premier levier de décarbonation consiste à accélérer le renouvellement des flottes d'avions. En effet, les avions de dernière génération émettent en moyenne 25% de carbone en moins. Malheureusement, à peine un quart de la flotte mondiale est actuellement équipée d'aéronefs de dernière génération. Et nous savons tous, depuis la sortie du Covid, que la montée en puissance de la production d'avions se heurte à des goulots d'étranglement tout au long de la chaîne de valeur. Songez qu'entre 2018 et 2024,
les livraisons d'avions neufs ont chuté de plus de 30%. Le deuxième levier de décarbonation consiste à investir dans les technologies de rupture. Carburant durable, propulsion électrique ou hybride, avions à hydrogène. Les carburants durables sont actuellement le principal levier de décarbonation des avions. Le problème, c'est que l'offre de carburant durable est beaucoup trop faible. Ils représentent à peine 1% de la consommation totale de kérosène et leur coût est 3 à 5 fois plus élevé. Les avions électriques devraient être une solution pour les vols courts courriers. Quant aux avions à hydrogène, les défis techniques auxquels nous sommes confrontés sont beaucoup plus importants que ce que nous escomptions ici même il y a 2 ans, et nul ne sait à quelle date précise ils seront opérationnels. Autrement dit, l'avion vert à grande échelle est en piste, mais son décollage va probablement nécessiter encore un peu de temps. Concernant le secteur ferroviaire, nous savons tous que le train est l'une des solutions les plus avancées pour atteindre l'objectif de zéro émission carbone d'ici à 2050. Le train permet de concilier à la fois la facilité de voyager et le respect de la planète. L'électrification des lignes, le renouvellement des rames, le développement des TGV sont autant de moyens pour réduire l'empreinte carbone des trains. Malgré leurs coûts et certaines difficultés techniques, les trains à hydrogène demeurent une solution pertinente pour remplacer les locomotives au diesel sur les lignes non électrifiées, comme nous l'observons par exemple dans plusieurs régions d'Allemagne. Conformément à la directive européenne de 1991, la mise en concurrence de tous les marchés du ferroviaire est lancée. Même si cette ouverture est progressive, nous devons d'abord souligner que la concurrence du train fonctionne parfaitement bien. Elle permet de contenir les prix tout en assurant des taux de remplissage conséquents et en améliorant la qualité du service aux clients. L'entrée en lice et la montée en puissance d'un certain nombre de grands acteurs, comme par exemple Transdev, RATP, IDFM, Trenitalia, Renfe et bien d'autres, ainsi que le rôle essentiel joué par les régions, ont des effets positifs. À titre d'exemple, en Espagne, le prix des trains a chuté de près de 40% sur les lignes concernées par l'arrivée de nouveaux opérateurs. Nous devons également souligner que la SNCF a réussi l'ouverture à la concurrence, en particulier grâce au TGV, grâce à l'offre low-cost Ouigo et grâce à des équipes performantes. En 5 ans, l'ensemble du réseau ferroviaire français aura été mis en concurrence. Concernant le transport de marchandises ferroviaires, l'activité du fret est également en pleine transformation et permet tout naturellement d'accélérer la décarbonation de notre économie. Cependant, le fret ferroviaire représente actuellement en France 9% des marchandises transportées par voie terrestre contre 30% dans les années 80. C'est la raison pour laquelle l'objectif consistant à doubler la part du fret ferroviaire d'ici à 2030 apparaît ambitieux, a fortiori si la Commission européenne maintient sa directive autorisant la circulation des méga-camions de 25 mètres de long. Enfin, concernant le secteur maritime, le transport maritime représente 90% des marchandises échangées dans le monde et environ 3% des émissions de carbone. Plusieurs pistes d'innovation et de décarbonation sont actuellement explorées, dont les cargos à voile utilisant la force du vent. À titre d'exemple, la société Michelin développe la voile gonflable Wizamo, qui permet d'économiser plus de 20% du carburant des navires. De la même manière, les chantiers de l'Atlantique travaillent sur des voiles rigides en matériaux composites, avec l'ambition d'équiper des cargos de plus de 200 mètres. Les carburants alternatifs, comme par exemple le gaz naturel liquéfié, sont une première étape sur la voie de la décarbonation des navires. L'hydrogène et les piles à combustible font également l'objet de recherches. En résumé, le transport maritime passera très probablement par un mix énergétique avec plusieurs de ces solutions. Pour conclure, les mutations technologiques que nous sommes en train de vivre mettent plus particulièrement en lumière le rôle de l'Europe et de la France. Nous avons la chance d'avoir des entreprises à la fois innovantes et performantes dans tous les secteurs de la mobilité, en particulier grâce à des talents exceptionnels, avec des ingénieurs de classe mondiale et des dirigeants d'entreprises recherchés dans le monde entier.
Nos constructeurs, comme nos opérateurs, ont parfaitement les moyens de résister à la concurrence, y compris à la concurrence chinoise. Le récent rapport de Mario Draghi sur la compétitivité nous a clairement montré la voie à suivre. Investir massivement dans l'innovation et la technologie. Mobiliser au niveau européen les capitaux dont nous disposons au lieu de les exporter chaque année vers les États-Unis. Convaincre les Européens de travailler davantage. Mais le plus important, mesdames et messieurs, n'est probablement pas là. L'Europe est une puissance qui s'ignore et qui se croit plus faible qu'elle n'est en réalité. Pour relever l'ensemble de ces défis, les Européens doivent d'abord croire en eux-mêmes. Oui, notre modèle est plus durable, plus juste et meilleur pour le plus grand nombre. Non seulement il n'est pas dépassé, mais il représente plus que jamais l'avenir. Je vous remercie.